Galade. Nos experts et nos invités ce soir, Naïna Yam, notre spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Fahimé Robiol, bonsoir. Vous êtes ancienne ingénieure en Iran et au commissariat de l'énergie atomique, auteur de Femmes, Vie, Liberté, parlons-en aux éditions Etilivre. Avec nous également le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, bonsoir. Vous êtes historien militaire et docteur en sciences politiques. Et Younes Belfella, bonsoir. Enseignant-chercheur à l'université Paris-Bit et spécialiste du Moyen-Orient. Bon, la question ce soir, c'est de savoir quand et comment Israël va riposter à cette attaque. Mais d'abord, je voudrais savoir, est-ce que vous avez été surpris par cette attaque iranienne hier, alors que tout le monde disait, tous les spécialistes disaient que l'Iran n'avait aucun intérêt à attaquer Israël? D'abord, merci de m'avoir invité. Moi, je pense que c'était inévitable. C'est-à-dire, le guide suprême était sur un devoir de perdre complètement sa crédibilité vis-à-vis de ses proxys, s'il faisait rien. Donc, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et puis, par ailleurs, il est sous une pression énorme au niveau intérieur. Donc, il fallait qu'il fasse un geste. Mais ça, c'est... À mon sens, c'est un suicide qu'il est en train de faire. Parce que c'est un gros geste, quand même, ce qu'il a fait le guide suprême iranien, ou en tout cas la frange la plus dure du régime, qui a répliqué de manière assez intense hier. Alors en fait, oui, c'était déjà surprenant au mois d'avril. Il y avait 300 projectiles, en fait, essentiellement des drones, puis quelques missiles balistiques. Mais ce qui est surprenant hier, ce sont les 200 missiles balistiques, c'est-à-dire ce sont des missiles qui vont très vite, une vitesse hypersonique pour certains d'entre eux, qui vont en stratosphère, donc qu'il est impossible d'abattre avec des avions, pour dire les choses crûment. Concrètement, donc ils ne peuvent être abattus que par des missiles qui, après les avoir détectés, les traitent. Donc le fameux, c'est la fronde de David. Là, c'est même plus le dôme d'acier. Donc voilà, le problème, c'est que quoi faire après ça, c'est toute la question qu'on va se poser. Voilà, on va en parler, mais évidemment. Je veux dire. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez reçu ce nombre impressionnant de missiles, dont on ne sait pas exactement, donc on sait qu'a priori il y a eu très très peu de victimes, mais on ne connaît pas les dégâts matériels, là, qui sont tombés quand même sur des bases aériennes, d'après ce qu'on sait, mais Israël a dit qu'aucune base n'avait été abîmée, donc voilà. Est-ce qu'on sait si le dôme de fer peut être endommagé? Est-ce que s'il y a une nouvelle pluie de missiles, par exemple, ça pourrait alors le dôme de fer, entraver les capacités du dôme de fer? Donc, il y a plusieurs systèmes de défense antiaérienne israélienne. Le dôme de fer est l'un d'entre eux, mais lorsqu'il s'agit de traiter ce genre de missiles balistiques, c'est plutôt la fronde de David. Donc en fait, ce sont des mots qui en fait désignent à la fois des capteurs, des systèmes de coordination de tir et bien sûr les missiles. Donc en réalité, il y a un très faible préavis pour réagir. Il faut pas se tromper. Évidemment, à la fois de missiles et d'objectifs pour traiter. On a combien de temps pour réagir? Il faut les traiter en fait, quelques minutes, 5 minutes, vu les distances entre l'Iran et Israël. Donc c'est très rapide. Ça veut dire aussi, je le pense, et je suis pas le seul à le penser, que les Américains d'emblée, parce que les Américains ont des possibilités aussi de supervision de tout l'espace aéroterrestre. Mais d'ailleurs, est-ce que sans l'aide des Américains, est-ce que c'est une grande question. Les Israéliens pourraient... Les Israéliens vous diraient non. Maintenant, ça ne peut pas faire de mal d'avoir un autre système de supervision qui vous confirme, avec des algorithmes performants, les cibles, si vous voulez. Et surtout, parmi les missiles, ceux qui peuvent être le plus dangereux, parce que les algorithmes décrivent la trajectoire jusqu'au bout. Donc les Israéliens et les Américains sont capables de savoir à peu près quel missile est parti sur quelle trajectoire pour traiter tel objectif. Donc par exemple, ils savaient qu'il y avait des objectifs qui étaient le poste de commandement du Mossad ou des objectifs militaires. Les Iraniens, cette fois-ci, et d'ailleurs je pense que c'était aussi le cas la fois précédente au mois d'avril, traitaient essentiellement des objectifs militaires en rétorsion du meurtre de leur chef du Hezbollah et du chef du Hamas. Je voudrais qu'on regarde la réaction du président iranien aujourd'hui. Donc l'Iran qui a attaqué Israël hier, et aujourd'hui le président iranien qui dit: l'Iran ne cherche pas la guerre,
contre Israël. Neil, l'Iran n'a pas intérêt à un conflit ouvert avec Israël ? Non, clairement déjà à cause de son économie qui est complètement exsangue, très affaiblie par les sanctions internationales. Aujourd'hui, un Iranien sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Ils sont confrontés à une très forte inflation qui atteint les 40%. Et par ailleurs, l'Iran ne sait pas question de se lancer dans une guerre ouverte avec Israël parce qu'elle risquerait d'essuyer des pertes supérieures justement à d'éventuelles guerres. Et puis d'autre part, le régime n'arrive pas à faire taire les mouvements de contestation en interne, comme le mouvement Femmes, Vie, Liberté, ce qui est d'ailleurs confirmé par un sondage qui a été réalisé par le gouvernement lui-même, qui montre que 82% de la population iranienne est mécontente du régime. Alors certes, il y a eu l'élection du nouveau président, Massoud Pezeshkian, qui est un réformateur, qui a appelé à plusieurs reprises son souhait de normaliser ses relations avec l'Occident, mais si vous voulez aussi historiquement, tous les réformateurs qui ont accédé au pouvoir étaient une illusion. Le pouvoir réel reste aux mains du guide suprême Ali Khamenei. Merci. On va parler évidemment de la riposte possible dans quelques secondes. Mais d'abord, Younes Belfella, est-ce que, selon vous, et c'est ce que vous disiez, l'Iran a fait une erreur hier en attaquant Israël, ou est-ce qu'elle a réussi à rétablir une partie de sa force de dissuasion ? Bon, je crois qu'on est déjà face à une confrontation. On glisse doucement vers une guerre. Au moins une guerre d'usure entre les deux grandes parties, c'est-à-dire Israël et l'Iran. Ça peut être sur le terrain de Liban, voire même dans un autre pays du monde arabe. Maintenant, la stratégie iranienne, oui, la décision, je crois, de faire une riposte, c'était une décision pour redorer le blason à l'Iran et à tous ses proxys. Et en même temps, il y avait une question de faire une démonstration de force. Les deux pays, Israël et l'Iran, ils ont toujours une rivalité de dissuasion entre les deux pays. Maintenant, certes, Israël impressionne au niveau militaire par sa planification, sa détermination, ça se voit. Mais le grand problème, c'est que sur le plan militaire, c'est bien, on peut gagner, mais sur le plan politique, il y a rien. Il y a vraiment rien. Il y a un vide politique actuellement dans cette région. L'objectif de l'opération israélienne, c'est de créer un corridor sécuritaire au niveau du fleuve de Litanie et sécuriser également la frontière libano-syrienne, qui est une frontière très importante pour le Hezbollah, parce que ça fait circuler les armes, le financement et également même les conseillers militaires iraniens qui viennent en Syrie. Par la suite, ils partent au Liban. Pour les Iraniens, ils étaient touchés clairement par des opérations très ciblées. Et je crois que même les opérations hier ou les cibles, c'était des cibles militaires. Donc la base militaire de Navatim, c'est là où il y a la flotte de F-35. La base militaire de Tolanov, qui est une base très importante pour l'Israël. Même le Hezbollah, la semaine dernière, il a fait des attaques contre une grande entreprise israélienne de la BTD israélienne, la base industrielle de technologie de défense, qui s'appelle Rafael. Donc forcément, c'est des objectifs qui sont ciblés, qui visent à attaquer l'appareil militaire israélien. Maintenant, la décision de se dire est-ce qu'on sera sur une guerre ouverte entre Israël et l'Iran, je crois que la décision elle est plutôt américaine. Parce que sur le plan militaire même, évidemment, en termes de fourniture, en termes de munitions militaires, Israël elle a la capacité de frapper l'Iran, mais elle n'a pas la capacité de détruire son appareil nucléaire. Les seuls dans le monde qui ont cette capacité, c'est les Américains. Oui. On va voir ça. Alors justement, cette riposte, Alexandre Hébert, on vous retrouve en direct de la rédaction. À quoi pourrait ressembler la riposte israélienne ? Eh bien, plusieurs hypothèses sont possibles. Tout d'abord, Israël pourrait vouloir attaquer l'Iran au porte-monnaie. Et pour ça, il faudrait s'attaquer aux capacités de production et d'exportation du pétrole iranien, notamment le terminal pétrolier situé sur l'île de Karg, car c'est le plus grand et celui qui a la plus grande capacité de stockage, mais plusieurs autres pourraient être visés, par exemple celui de l'île de Lavant ou celui de l'île de Syrie, puisque à eux trois, eh bien, ces terminaux, ils représentent 70% de la production de pétrole iranien. Israël pourrait donc choisir de les cibler. Il pourrait également cibler les principaux ports de l'Iran. Il y en a 5, mais certains sont forcément plus stratégiques que d'autres. On pense notamment à celui de Bandar et Anzali qui sert à commercer avec la Russie, ou encore celui de Shahid Raji qui permet à l'Iran de commercer avec Oman, avec le Pakistan, mais surtout avec l'Inde et la Chine qui sont deux gros marchés pour l'Iran. D'ailleurs, ce port, il a déjà fait l'objet d'une cyberattaque de la part d'Israël. C'était en mai 2020.
Alexandre, on l'a évoqué aussi en plateau, Israël pourrait aussi vouloir s'attaquer au programme nucléaire iranien. Oui, car c'est un enjeu stratégique majeur. Alors officiellement, l'Iran ne développe du nucléaire que à des visées civiles, mais plusieurs pays les suspectent depuis des années d'avoir des velléités militaires avec ce nucléaire. Alors vous avez ici sur la carte les installations officiellement déclarées de l'Iran sur le nucléaire. 2 centrales, dont une est encore en construction. 3 réacteurs qui servent pour l'instant à la recherche. Une mine d'uranium et puis également 2 sites d'enrichissement de ce minerai de l'uranium. Autant de cibles potentielles pour Israël. Mais pour ça, il faudrait quand même cependant que Tsahal s'attaque au système de défense aérien de l'Iran. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient fait lors de la précédente riposte, puisqu'ils avaient notamment détruit une balise anti-aérienne qui protégeait le site d'enrichissement d'uranium situé à Natanz. À l'époque, ils s'étaient arrêtés là. Enfin, une dernière hypothèse, celle des assassinats ciblés. Israël l'a fait récemment avec les chefs du Hamas et du Hezbollah. Et il y a quelques jours, l'Iran a annoncé qu'il avait mis en sécurité le guide suprême Khamenei, car les gardiens de la révolution craignent qu'il ne soit le prochain sur la liste. Merci Alexandre. Selon vous, quelle est la piste privilégiée ? Moi, je pense d'abord de dire que aujourd'hui, les proxys iraniens sont affaiblis, aussi bien Hamas que Hezbollah, et les Israéliens reviennent vers l'idée de doctrine de la pieuvre en disant on est en train de s'épuiser, s'enliser en attaquant les tentacules, et qu'il faut aller et couper la tête de la pieuvre en Iran. Et puis, la chose qui est importante, comme il faut le dire, les Iraniens ne veulent pas la guerre avec les Israéliens. Et quand vous dites les Iraniens, vous parlez du régime, vous parlez des gens. Oui, vous parlez du peuple. Absolument. Et Netanyahou a fait un discours avant-hier en s'assurant les Iraniens que nous sommes frères et que cette guerre-là, c'est le régime qui voudra. Donc on fera tout pour faire en sorte que vous soyez pas endommagés. De la même façon qu'il avait rassuré les Libanais dans son message en disant on n'est pas contre le peuple libanais, mais bien contre le Hezbollah. Absolument. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Quant à nucléaire dont vous avez posé la question, Biden a dit c'est normal que l'Israël riposte, mais il faut éviter de toucher aux installations nucléaires. Ça vous paraît, vous parmi les pistes, alors toucher au portefeuille, les installations nucléaires, tuer le guide suprême, quelles seraient les pistes privilégiées ? Il peut y en avoir plusieurs en même temps, mais à votre avis... Le problème, si Israël voulait asphyxier l'économie de l'Iran, c'est que ça aurait des répercussions sur tout le commerce international, et notamment avec la Chine et la Russie accessoirement. Et donc, ce serait quand même assez maladroit. Même s'ils se mettent d'accord avec l'Arabie Saoudite, parce que c'est ce que j'avais... Oui, alors c'est possible, mais ce serait quand même maladroit, parce que c'est une zone quand même très sensible, ce golfe arabo-persique, avec... donc voilà, c'est... Golfe Persique. Voilà, c'est très sensible. Donc voilà, moi je pense plutôt qu'il y a une fenêtre, mais on le dit pour d'autres moments aussi, pour, pourquoi pas, encourager le peuple iranien à se débarrasser de ces tyrans. Donc moi je croirais plutôt à des éliminations ciblées, si tant est qu'ils aient la bonne information, mais il semblerait que... alors on parle toujours du Mossad, mais le Mossad s'appuie sur des sources locales, bien évidemment. Sinon, il n'aurait pas pu tuer Ismaël Haniyeh, par exemple, sans... Alors, ouais, Alexandre Hébert le disait à l'instant, la possibilité, enfin en tout cas l'option d'essayer de tuer le guide suprême Ali Khamenei est envisagée. Lui-même s'est exprimé d'ailleurs aujourd'hui, on va l'écouter. Dans notre région, la cause profonde des problèmes qui provoquent toutes ces guerres et ces conflits, ces hostilités et cette anxiété, c'est la présence de ceux qui prétendent qu'ils sont pour la paix et le calme dans la région, à savoir l'Amérique et certains pays européens. Il est censé être sous terre, se cacher dans un bunker, Ali Khamenei, à l'heure actuelle. Là, on le voit s'exprimer. Il est possible que ce ne soit pas vraiment aujourd'hui. Dans un lieu sûr, ainsi ce qui est très important pour dire que maintenant, l'équilibre dans les guerres, d'un côté, on a idéologie et puis les guerres conventionnelles, et de l'autre côté, on a une guerre qui est plutôt technologique, qui cible la personne. Donc, son fils a arrêté ses enseignements
religieux, même si c'était par Zoom. Il a tellement peur qu'il y a quelque chose qui lui arrive de ciel, de droite, de gauche, de console. Et donc, voilà. Donc, là-bas, leur crainte est quelque chose qui va arriver de façon technologique et non pas par des bombes, etc., qui ciblent ces personnes-là, comme ça a été fait pour Hamas et pour Hassan Nasrallah. On va aller aux États-Unis dans quelques secondes, mais d'abord, on l'a un peu évoqué. L'un des objectifs d'Israël et peut-être aussi des États-Unis, on va parler du rôle des États-Unis plus précisément en allant à Washington, ce serait de faire tomber vraiment le régime des mollahs. C'est possible ? Ce serait une opportunité stratégique extraordinaire parce que on a ce que j'appelle toujours les empires centraux. Il y en a qui appellent ça l'axe du mal. Voilà, entre la Russie, on a des empires avec des États totalitaires, hein, et l'Iran fait partie. Et là, ça pourrait avoir un effet un peu domino parce que nul n'est sûr dans un pays totalitaire de garder le pouvoir. Alors, ça fait déjà quand même plus de 45 ans qui sont depuis 79, donc c'est déjà suffisant. En plus, on a vu qu'il n'y avait pas simplement que les femmes qui manifestaient en Iran, mais il y a toute une catégorie socio-professionnelle de gens qui en ont assez du régime. Et voilà, donc on a trop souvent l'idée que tous les Iraniens ont été fanatisés par les gardiens de la révolution. En fait, en réalité, le peuple iranien, quand même 80 millions d'habitants, c'est autre chose que les gardiens de la révolution avec les milices al-Quds. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant donc au rôle des États-Unis dans cette réplique, dans la préparation de cette réplique. On va retrouver Odile Longueval en direct de Washington. Bonsoir Odile. Alors, est-ce que les États-Unis participent concrètement à la préparation de cette riposte israélienne ? Bien, ce que l'on sait, c'est que Joe Biden soutient Israël. Il se dit d'ailleurs favorable à une riposte israélienne. Mais attention, ce que veut Joe Biden, c'est une riposte proportionnelle. Et il y a un point sur lequel le président américain a été très clair, c'est qu'il est opposé à des frappes israéliennes sur les installations nucléaires de l'Iran. Alors, reste à savoir maintenant si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'écoutera, s'il respectera cette volonté ou s'il profitera d'une certaine léthargie ici aux États-Unis entre d'un côté un président en fin de mandat et de l'autre deux candidats concentrés sur leurs derniers mois de campagne électorale. Merci beaucoup Odile. Younes Belfella, qui est en train de décider de cette riposte aujourd'hui ? Ce sont les Israéliens ou les Américains ? Les deux. Au moins, il y a une coopération américaine, surtout en termes de renseignement. Le succès militaire actuellement d'Israël, c'est grâce à un grand travail de renseignement, sans parler bien évidemment des livraisons militaires qui sont toujours données par les Américains. Par contre, j'aimerais bien souligner un point qui est très important suite à la discussion qu'on a fait pour parler de la stratégie de l'Iran. Le seul pays qui était informé hier des attaques de l'Iran, c'est la Russie. D'une manière officielle, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, il a appelé le ministre des Affaires étrangères de la Russie pour lui dire qu'on va faire l'attaque. C'est les États-Unis qui ont lancé l'alerte. Une alerte, mais qui est une alerte de renseignement américain, bien évidemment. Après, je parle en termes officiels, c'était un appel téléphonique. Et pourquoi, du coup, ils ont fait ça ? Ça montre clairement que l'Iran, elle dispose certainement des proxys, mais elle repose également sur des alliances stratégiques très importantes avec la Russie et la Chine. Militairement et économiquement, l'Iran, elle est très dépendante de la Russie et de la Chine. Et donc, c'est pour cette raison qu'on doit faire attention en termes d'analyse pour se dire que une chute du régime iranien, ça peut également impliquer la Russie et la Chine, surtout que l'Iran est impliquée indirectement dans la guerre en Ukraine, avec des soutiens qu'elle donne à la Russie. Un deuxième point, c'est que oui, Netanyahou, ils adressent des messages, des messages de paix. Voilà, malheureusement, mais c'est pas des messages de paix. On est sur une guerre informationnelle quand ils parlent avec le peuple iranien et quand ils parlent avec le peuple libanais, ils le frappent chaque jour parce que malheureusement, il y a des civils qui sont morts chaque jour. Oui, il y a des cibles militaires, mais en même temps, il y a des civils. Mais je crois qu'il y a un feu vert qui est donné d'une manière officieuse à M. Netanyahou par les Américains, par les États du Golfe également, qui le soutiennent, pour se débarrasser du Hezbollah. La question, elle est très claire, c'est que après le Hezbollah, au Liban, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un vide politique.
Aucune force politique actuellement n'a les moyens pour gérer, mais là, on parle, pas du Hezbollah, mais d'une réplique en Iran même. C'est ça le sens de ma question. C'est ce que vous disiez. Là, c'est le scénario catastrophe. Il y a les tentacules et la tête. Elle va basculer vers une guerre et on peut par la suite parler dans ce plateau d'une 3e guerre mondiale. Parce que là, effectivement... Donc si les Américains et Israël répliquent en Iran, vous considérez que c'est le début d'une 3e guerre mondiale ? Ça sera une réplique mesurée. Je crois que même les Russes et les Chinois seront informés par ça, parce que ni les Américains, ni les Iraniens ont intérêt à faire déclencher une guerre. Au contraire, en fait, on voit qu'il y a même un rapprochement. On entend tous les jours que personne n'a intérêt à déclencher une guerre, mais tout le monde attaque. C'est que, en fait, malheureusement, c'est qu'on n'est pas au 19e siècle, c'est-à-dire on n'annonce pas la guerre comme ça directement, on dit on est en guerre, on glisse doucement. Oui, il n'y a plus de déclaration formelle de guerre, effectivement. Et malheureusement, comparé à toutes les guerres qu'on a vues auparavant, surtout les guerres du XXe siècle, c'est qu'il n'y a pas des acteurs rationaux. Là, il n'y a aucune rationalité. Et il n'y a pas de politique, il n'y a aucun effort diplomatique qui est fait pour chercher des cessez-le-feu, pour assurer de la population. Je vous parle du Liban, c'est un pays en crise. Pire que la crise même du peuple iranien. C'est un pays qui reçoit des réfugiés syriens et des réfugiés palestiniens. C'est un pays qui est en crise économique, qui est en manque d'alimentation, en manque de médicaments. Tout ça, on le néglige. On parle plus actuellement de la population Gaza, on parle plus des otages israéliens. Donc, vous voyez, quand même, on est sur une tragédie humanitaire qu'on est en train de négliger et qu'on est en train d'applaudir à des succès militaires et israéliens. Mais profondément, moi, le grand risque que je vois actuellement, au moins sur le Liban, c'est que au cas où Israël réussit à se débarrasser de Hezbollah, ce vide politique dont je vous parle, il va certainement faire une renaissance des mouvements terroristes type Al-Qaïda et Daesh dans la région. Il y a des cellules qui sont en Syrie, il y a des cellules en Irak. Et donc, l'effet de remplacement, il n'y a aucune organisation politique, ni l'armée libanaise capable de gérer le pays actuellement. Donc, ça sera vraiment le chaos. Et bien évidemment, ce genre d'organisation transfrontalière, ils réussissent quand il y a le chaos. Vous voulez réagir ? Oui, alors je pense que la nature ayant horreur du vide, le pire sans filtre. Ce qui s'est passé d'ailleurs, en quelque sorte, c'est une des conséquences de la dernière attaque américaine en 2003 sur l'Irak. C'est-à-dire, en fait, voilà, les chiites se retrouvent au pouvoir, du coup, les sunnites se sont radicalisés et ont fourni des troupes, des officiers d'état-major de l'ancienne armée irakienne à Daesh. Donc c'est vrai que le phénomène religieux est important. Le phénomène clanique, familial, les chrétiens au Liban sont dispersés dans plusieurs factions. Il y en a qui soutiennent le Hezbollah, il y en a d'autres qui sont contre. Donc c'est assez compliqué. Maintenant, le problème d'Israël, il est clair, c'est que M. Netanyahou doit promettre aux 70 000 Israéliens qui ont été évacués de la Galilée du Nord de revenir chez eux et de ne plus avoir de risque de se faire bombarder tous les jours. Et ça fait partie de tes objectifs d'ailleurs. Et c'est même le plus important au plan de l'opinion intérieure. Mais il y a tout ce qui se passe depuis quelques jours, mais ma question aussi est de savoir, cette réplique israélienne qui se prépare avec donc les États-Unis, est-ce qu'elle est planifiée depuis longtemps ou pas ? Est-ce que le plan d'attaque de l'Iran est préparé depuis 1 an, 2 ans ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a une logique de long terme ? Alors, moi, je pense que avec 80 millions d'Iraniens, dont, comme vous l'avez dit, il y a 99, je dirais, % qui sont contre le régime. Je ne dis pas simplement c'est un problème économique. Il y a 45 ans que ce régime essaye d'endoctriner sa population et il n'arrive pas. On voit dans tous les mouvements. Donc, le régime est en train de s'effondrer de l'intérieur. On parle de Hezbollah. Le régime est en train de s'effondrer de l'intérieur. Ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est justement cette compromission, y compris des Occidentaux, qui font que ce mouvement à l'intérieur n'arrive pas à se réunir et à faire face à un groupe qui sont pas nombreux, qui sont des criminels et qui sont des mafieux, et que justement, vous avez parlé, madame, de l'embargo. L'embargo n'atteint pas les personnes, les Iraniens. L'embargo, tout l'argent va dans la poche des proxys. Donc justement, s'il n'y a pas cet argent qui va dans les poches de proxys, je ne pense pas. Hezbollah va continuer à le faire. Souvenez-vous que le chef de Hezbollah a dit... Hassan Nasrallah. Il a dit, nous, depuis les couches de nos enfants jusqu'à nos armements, tout vient de l'argent iranien, donc on le remercie.
Vous comprenez? Donc, si on va aller dans une logique stratégique, il faut peut-être réfléchir en disant, on veut la paix au Proche-Orient, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, j'ajoute également, au Liban, on a vu la manifestation de la jeunesse qui enlevait la photo de Hezbollah. Donc, il faut laisser cette jeunesse de prendre le pouvoir, de s'exprimer et ne pas être en danger dès qu'il ouvre la bouche, que ça soit tué par un gars de Hezbollah. Merci beaucoup à tous pour vos analyses ce soir sur le plateau de France Info.